Programme ta pensée avec Daniel Grégoire. Salut, je suis heureux de vous présenter ce document sur la programmation du cerveau et de la pensée. D'abord dire que je ne suis pas un scientifique et pas un psy non plus, encore moins un gourou ou un vendeur de bonheur. J'utilise simplement un médium que je connais pour partager des recherches et des réflexions sur la conscience, le cerveau et la pensée. Et pour partager cette information, nous utiliserons une approche pratique, programme ta pensée. La première version était répartie sur 4 balados. En plus de présenter les détails de programme ta pensée, elle donnait beaucoup d'informations pour éveiller l'intérêt et montrer combien il est important de se reprogrammer. La version beaucoup plus courte que vous écoutez poursuit un seul objectif, transmettre l'information nécessaire pour obtenir des résultats positifs, à la condition de pratiquer cette approche avec foi et persévérance. Pratique, foi et persévérance, ce sont les 3 mots-clés du succès de Programme ta pensée. Comme dans toute chose, c'est la persévérance dans la pratique qui conduit à la maîtrise, et c'est la foi en son pouvoir de réussir qui donne la motivation pour persévérer. La foi aussi en l'analyse d'Einstein, lorsqu'il affirme que le monde que nous avons créé est un produit de notre pensée. Nous ne pouvons pas le changer sans changer notre façon de penser. Alors il faut croire que c'est vrai, autant au niveau du monde qu'à son niveau personnel. Et pour les êtres parfois trop rationnels que nous sommes, les avancées scientifiques des 60 dernières années donnent raison à ceux qui y croient. En nous permettant d'observer en temps réel le fonctionnement du cerveau, l'imagerie par résonance magnétique nous a offert un tout nouveau portrait de cet organe extraordinaire. La plus importante de ces découvertes, c'est que le cerveau ne cesse pas de se développer. Le cerveau se modifie tout au long de notre vie. Et ce qui modifie notre cerveau, c'est notre vie, tout simplement. Notre vie, qui est faite d'actions et de pensées, modifie continuellement notre cerveau. Ce cerveau est composé de 86 milliards de cellules qu'on appelle neurones. Ils utilisent les synapses situées à leurs extrémités pour se joindre les uns aux autres et former des circuits bien précis. Imaginez le dessin de plusieurs éclairs en même temps, ou encore un réseau routier complexe avec plusieurs échangeurs. Chaque action forme des circuits, des configurations bien précises de neurones qui s'unissent à d'autres neurones. Des actions presque inconscientes comme marcher, ou d'autres aussi complexes qu'une opération à cœur ouvert, réunissent des milliards de neurones qui créent, recréent et modifient sans cesse le réseau de circuits de notre cerveau. Un seul message peut activer 10 000 neurones en un circuit au dessin bien précis. Et une autre pensée en activera autant, peut-être certains qui auront été activés par la première, et d'autres qui viendront s'ajouter pour former un circuit au dessin encore une fois unique. On a fait une deuxième découverte importante dans les années 80, les neurones miroirs. On parle ici d'une catégorie de neurones. Des neurones qui font que regarder quelqu'un exécuter une action, ou encore visualiser, imaginer cette action, donne le même résultat sur le cerveau qu'accomplir réellement l'action. Si une action ou une pensée se répète souvent, ça fait comme un sentier utilisé par plusieurs randonneurs. Il devient plus large, plus profond. Et c'est la même chose pour des catégories d'actions ou de pensées qui vont emprunter une bonne partie d'un circuit unique avant d'être rendues à se brancher autrement. Si l'action répétée est une descente parfaitement réussie en vélo de montagne, l'élargissement du sentier, celui de la montagne comme celui du cerveau, ne pose aucun problème. Au contraire, si se voir champagne à la main célébrer un gain est une pensée qui revient souvent, encore bravo. Mais c'est une autre histoire si j'ai pris l'habitude de chialer, par exemple. Parce que là,
c'est le côté négatif des choses et de la vie qui va dominer. Ce circuit élargi prendra de plus en plus d'espace-temps, s'incrustera davantage, fera augmenter le niveau de frustration et de stress et la quantité de chialage. Les neurosciences les appellent des autoroutes synaptiques et elles ont la propriété d'attirer d'autres pensées semblables. C'est pourquoi une règle de base du contrôle de la pensée est de ne tolérer aucune pensée négative, aucune pensée qui ne contribue pas au mieux-être personnel ou social. Et pour y arriver, nous dit un grand maître, il suffit d'alimenter le cerveau par un flot continuel de bonnes pensées. Tellement de pensées orientées vers le meilleur qu'il ne reste ni espace ni temps pour des pensées nuisibles. Il explique comment reconnaître les bonnes pensées. L'action, dit-il, qui produit la croissance, est en harmonie avec la vie même, donc correcte, alors que l'action qui retarde la croissance est en rupture avec la vie, elle est donc incorrecte et l'est pour cette unique raison. Tout ce qui encourage l'avancement humain est correct, tout ce qui le compromet est incorrect. Et comme on l'a déjà démontré, que ce soit une action ou une pensée, l'effet est le même. Voici quelques informations sur ce grand homme. Il s'appelle Christian Da Larson et il est né en Iowa, aux États-Unis, en 1874. Reconnu comme un chef de file parmi les enseignants de la pensée nouvelle, il est également l'auteur de plusieurs livres à succès. Le livre qui me l'a fait connaître a pour titre « Your Forces and How to Use Them ». Vos forces et comment les utiliser. Et ce qui m'a fait connaître ce livre, c'est le credo du Club optimiste, qui provient du texte d'introduction au premier chapitre du livre. En lisant ce que Larson écrivait en 1912, j'avais l'impression parfois de lire une version moderne de l'Évangile, mais une version très différente aussi. Selon Larson, la personne qui utilise bien ses pouvoirs connaîtra presque le paradis sur terre, tandis que la personne qui ne le fera pas ne se retrouvera pas en enfer, mais vivra une vie ordinaire. Il décrit la formule pour en arriver à jouer dans les ligues majeures, les ligues de champions, mais ne parle jamais de punition. Si on ne suit pas sa formule, on continuera dans les ligues mineures sans connaître les grandeurs que réserve la vie dans les majeures. Mais ce qui m'avait impressionné davantage dans ce livre écrit, rappelons-le, en 1912, c'est qu'il décrit la plasticité du cerveau qu'on a découverte seulement 60 ans plus tard. Voici un extrait du livre à ce propos. Quand quelqu'un pense qu'il peut réussir ce qu'il désire, son esprit travaille sur les facultés requises. Elles accumulent de plus en plus de nourriture, de vie et d'énergie. Elles deviennent plus grandes, plus fortes et plus efficaces, jusqu'à ce que finalement elles aient acquis la capacité nécessaire pour réaliser ce que nous voulions accomplir au début. C'est ce que signifie celui qui pense qu'il peut, développe le pouvoir qui peut. Ce visionnaire va encore plus loin lorsqu'il explique le rôle des neurones miroirs découvertes seulement durant les années 80. Voici une autre citation. Le système nerveux ne peut faire la différence entre une expérience réelle et une autre imaginée clairement et en détail. Alors résumons. Programmer sa pensée, c'est définir précisément ce qu'on désire, le désirer sans cesse et avec foi, en utilisant des images mentales qui nous montrent en train de vivre ce désir tout en le ressentant dans notre être. Tellement de bonnes images qu'il n'y a plus de place pour autre chose et que les bonnes autoroutes synaptiques grandissent et attirent encore plus de bon trafic. Mais l'habitude d'alimenter sans cesse sa pensée avec de bonnes images ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Et c'est de là que vient l'importance d'une approche complémentaire, l'installation d'un antivirus dans le processus de la pensée et de l'imagination. Le mot antivirus fait référence ici à l'analogie qu'on fait souvent entre le cerveau et l'ordinateur. Et il décrit bien le mécanisme. Un logiciel antivirus, c'est pas quelque chose de très sophistiqué. On établit la liste de tous les virus connus,
et on la met à jour continuellement en ajoutant des nouveaux virus. Ensuite, on lance le programme. Il surveille le fonctionnement de l'ordinateur et lorsqu'un fichier veut entrer dans l'ordinateur, ça peut être un courriel, la mise à jour d'une application ou n'importe quel fichier. Donc, lorsqu'un fichier veut entrer, l'antivirus l'arrête, l'identifie et consulte sa liste de fichiers interdits. Il est dans la liste, il bloque son entrée. Il n'est pas dans la liste, l'antivirus le laisse passer. Alors, au niveau de la programmation de la pensée, ça veut dire qu'en plus de décider ce qu'on souhaite faire de sa vie, d'imaginer les images qui nous permettront de le réaliser, il nous faut aussi identifier les pensées que nous voulons éliminer. Notre caractère, notre personnalité, la manière dont nous avons été éduqués, les circonstances de la vie. Autant d'éléments qui font que la plupart d'entre nous sommes souvent assaillis par des pensées négatives. Se plaindre de son patron, craindre d'échouer un test, penser du mal d'une autre personne. Autant de mauvaises pensées qui nous éloignent de nos objectifs et peuvent se multiplier rapidement et créer leurs propres autoroutes synaptiques. Il faut donc exercer une vigilance constante. Une pensée ne se juge pas en bien ou en mal. Elle veut simplement se développer et grandir comme tous les êtres. Et comme c'est un être puissant, elle fait rapidement sa place et elle va se reproduire ou en produire d'autres semblables. Alors dès que notre antivirus nous signale une pensée négative, il faut tout de suite la stopper. L'idéal est de la remplacer par une pensée qui va dans le sens de nos désirs. Mais à défaut de cela, on comptera à l'envers, on récitera un bout de fable ou une chanson, mais il faut agir immédiatement. En éliminant ces pensées négatives, on crée de l'espace, on crée du vide. Et comme la nature a horreur du vide, le processus de création de belles images travaille davantage, devient de plus en plus performant, se rapproche de plus en plus du réflexe. Avant même de chialer sur mon travail, je commence à chercher comment améliorer ce que je n'aime pas, ou à imaginer ce que devrait être mon prochain emploi. En résumé, il n'y a rien là de très sophistiqué ou d'ésotérique. Il s'agit de choisir ce qu'on veut, de le définir avec précision et de se voir le vivre pleinement et avec plaisir le plus souvent possible. En même temps, rester vigilant et stopper toute pensée qui réduirait l'efficacité du programme. Une autre autopromotion avant de terminer. Un prochain balado sera entièrement consacré à Christian Daha Larson. Il y a aussi l'item balado dans le menu du site debout.québec qui présente d'autres informations très pertinentes. Par exemple, c'est sur debout.québec qu'on peut découvrir la femme qui a compté les neurones, parce que personne ne savait d'où venait le nombre de 100 milliards que tout le monde sait. Alors voilà, avant de vous souhaiter de faire de beaux rêves, bien imagés et imaginés, voici un extrait d'une entrevue qui réunissait, il y a plusieurs années, Christiane Charette, Francis Reddy et Sylvain Gauthier, le champion de Tous pour un jeu questionnaire de haut niveau qui s'est déroulé à 3 périodes différentes sur Radio-Canada. Asseoir dans les gradins. Bon, attendez un instant. Là. Moi, je veux l'apprendre, cette technique-là, là, parce que les athlètes savent des trucs. Enseignez-nous quelque chose. Là. Vous nous avez enseigné à avoir confiance dans notre mémoire. Enseignez-nous, là, quoi faire pour rattraper sa concentration puis pas être victime d'une émotion. Il faut savoir, en fait, c'est échapper à l'émotion. Il faut savoir gagner. Il faut savoir gagner. Ouais. Il faut voir qu'on va réussir. Il faut le voir, là, pas juste dire. Il faut le voir dans notre tête. Et puis quand on commence à douter, c'est à ce moment-là qu'il faut absolument se recentrer puis penser à l'objectif qu'on veut atteindre. Se voir dans le dernier bloc, répondre à la dernière question. Se voir au fil d'arrivée pour un athlète premier. Se voir pour Alexandre Despatie, après le dernier plongeon dans l'eau. Il sait qu'il a réussi. C'est voir la victoire, c'est sentir, c'est se voir lever les bras. C'est au-delà du geste, au-delà de la dimension technique, c'est après. Parce que dans le fond, c'est des images. La défaite, c'est une image. On pense à la défaite, c'est une image qu'on se fait dans sa tête. Et si on garde cette image-là, c'est dangereux. Parce que on peut perdre.
Parce que là, l'image nous envahit. Là, tout de suite, il faut se recentrer sur la victoire. Donc, moi, je pensais que les athlètes, ça visualisait tout le processus, que ça se passait, disons, le plongeon comme un film. Oui. Mais il y a ça aussi. Oui, absolument. Mais il faut aller voir. Excusez-moi, je vous interromps. Je vous écoute. J'avais la recette. Il faut gagner avant de gagner. Il faut gagner avant de gagner. Puis c'est une leçon dans tout, là. Vous faites application sur un poste et puis il y a 10 personnes qui ont appliqué. Ben, il faut absolument que vous croyez fermement que c'est vous qui va l'avoir. Puis là, il faut se voir quoi, ça, serrer la main du monsieur qui passe l'entrevue puis dire merci beaucoup de m'avoir choisi. Derrière le micro en faisant les entrevues pour vous, par exemple. Francis, pour Francis, on y fait-tu visualiser un autre tous pour un? Absolument. Et pourquoi pas terminer avec un message de circonstance du premier ministre du Québec. À vous, Monsieur Legault. Il va falloir que chaque Québécois se visualise dans les prochaines semaines, les prochains mois, à toujours rester à 2 mètres des autres personnes. Donc, évidemment, là, c'est une nouvelle culture, donc pas question de se donner la main ou d'être trop proche des autres personnes. Donc, essayons tous ensemble là, de commencer à visualiser que pour un certain nombre de mois, on va rester à 2 mètres des autres personnes.